Question suivante. Sachant que la méthode toRealPass peut émettre l'exception IOException, quelles lignes parmi les propositions A, B, C et D peuvent être insérées au sein de la méthode? Pour l'option A, on va bien gérer l'exception de type IOException, et ça c'est nécessaire, parce que IOException, ce n'est pas une runtime exception, c'est une exception gérée. La réponse A est correcte. La réponse B, elle est également correcte. Le bloc try-catch, il va gérer à la fois les IOException et les exceptions. IOException, c'est une classe fille de exception, donc l'ordre est important, ça ne compilerait pas si j'avais inversé les blocs catch. On pourrait penser que le catch exception, il est superflu, mais il se trouve que la méthode toRealPass, elle est susceptible d'émettre d'autres exceptions qui ne sont pas liées à IOException. La réponse C, elle ne va pas compiler. On a cette fois un multicatch, donc une close catch qui mentionne plusieurs exceptions, mais dans notre cas, elles sont liées par l'héritage, de façon évidente, puisque exception, c'est la classe mère de toutes les exceptions. Donc C ne compile pas. D est correct. Dans D, on émet une exception de type IOException, mais on n'en fait rien, on la catche pas. L'exception, elle va donc être propagée, et ça c'est possible parce que ma méthode, elle a une clause throws IOException. Sans cette clause, ça ne compilerait pas, et Java nous indiquerait, attention, pour cette méthode, l'exception IOException est susceptible d'être émise. Nouvelle question. Quelles réponses conviennent ici? Je vous donne l'implémentation d'une méthode main. Y a-t-il un problème? La réponse correcte, c'est la réponse A. Le code, il ne compile pas. Et pourquoi il ne compile pas? Parce que dans tous les cas, en début de try, on émet une runtime exception. Et ça a pour effet que les instructions suivantes du bloc try ne seront jamais exécutées. Et là, il s'agit du I++. Java, il est capable, au moment de la compilation, de déterminer le unreachable code, et là, c'en est un bon exemple. Si maintenant on retire ce I++, comment se comporte le programme? Est-ce qu'il compile? Est-ce qu'il affiche quelque chose? Est-ce qu'il propage une exception? Vous avez 4 propositions. La bonne réponse, c'est la réponse D. Le programme affiche 0, mais propage une exception. Le code, il est assez simple. Arrivé dans le try, on émet une exception. Cette exception, c'est une runtime exception. Mais ce qu'on a prévu de pouvoir gérer dans le bloc catch, c'est une illegal argument exception. Donc autant une illegal argument exception, c'est une runtime exception, autant une runtime exception, puisque c'est ce que je crée, ce n'est pas une illegal argument exception. Je ne vais donc pas gérer l'exception qui va être propagée jusqu'à la sortie de ma méthode, et nous faire sortir de la méthode main. Le bloc finally, il est toujours exécuté, ce qui fait qu'avant de sortir de la méthode, on affiche la valeur de la variable i, et cette valeur c'est 0. Si on modifie maintenant le code en émettant une exception illegal argument exception, comment se comporte le code? Alors là, on est sur un cas tout simple qui n'a rien de spécial. On émet une exception, elle est catchée, on exécute les instructions correspondantes, ici i++, puis le bloc finally qui est bien présent. La bonne réponse, c'est donc la réponse C. Le programme affiche 1 et ne lance pas d'exception. Passons à une nouvelle question. Quelles réponses conviennent pour ce bout de code? Donc, j'ai une méthode main qui s'appelle elle-même. Donc ça, on sait que ça va déboucher sur un Stack Overflow. Et l'appel à la méthode main, il est encadré par un try-catch. L'erreur de type Stack Overflow est gérée, et on sait que notre programme, à un moment donné, va exécuter le bloc catch et sortir du programme avec un système.exit de 1. Ce qu'on doit se demander, c'est si le bloc finally va être exécuté ou pas. Là, on en a déjà parlé, le système.exit, c'est bien le seul cas pour lequel le bloc finally n'est pas exécuté. La réponse B est incorrecte, le programme ne va pas afficher F, puisque le bloc finally n'est pas exécuté. En conséquence, le programme n'affiche rien, puisqu'on n'a pas d'autre système out, donc la réponse B est correcte. Le programme compile bien, donc la réponse C est incorrecte. Nouvelle question. J'ai dans ma classe une méthode main et une autre méthode statique qui s'appelle throwMyException et qui lance bien une exception gérée myException. Comment se comporte le programme? La bonne réponse, c'est la réponse A. Le code ne compile pas. Au niveau du catch de myException, j'émets une runtime exception. Et le code qui suit ne pourra donc jamais être exécuté. C'est de l'unreachable code. Et le code ne compile pas. Et maintenant, si on supprime cet unreachable code, qu'affiche le programme? Ce qu'il affiche, c'est 1, 3 et 5. Le programme entre dans le bloc try
il affiche 1, puis une exception est émise, elle est interceptée, ici, on affiche 3, puis on émet une exception et on sort de la méthode, mais avant, on exécute le bloc finally et on affiche 5. On sort directement ensuite de la méthode et le dernier systemout de 6 n'est pas exécuté. Si on est très précis, le programme il va afficher un peu plus que 1, 3, 5, puisqu'on va sortir du programme en émettant une exception. Donc le programme va aussi afficher la stack trace associée. Pour terminer cette vidéo, on peut parler des exceptions custom, donc on peut définir nos propres exceptions. Il faut connaître les constructeurs de la classe exception que voici. On peut créer une exception à partir d'une autre exception et c'est ce qui permet de chaîner les exceptions. C'est le coast by que vous connaissez. On peut aussi créer une exception à partir d'un message en utilisant ce constructeur. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo de préparation à la certification Java.